page 136, deuxième partie. Centre émetteur, avec un point d'interrogation. Qui paye? Ratoma. Je me demande ce que tous ces noms peuvent bien signifier. Ce sont probablement des quartiers de Conakry, la capitale de la Guinée, comme vient de me le dire le vieil homme. Tout au bout, c'est là-bas que je trouverai des réponses à toutes mes questions. Je passe alors ce rond-point où les voitures s'engouffrent, où les chauffeurs s'insultent, où les policiers rient, somnolent et ne travaillent pas. J'ai choisi la route la plus large, la moins poussiéreuse, la plus empruntée, la moins sale. À ma gauche comme à ma droite s'enchaînent les petites boutiques, légumes, viande, mouches, fruits, poissons, mouches, pain, quincaillerie, bibelot, mouche, coiffure, café, restaurant, pharmacie, petite mosquée, modeste, ambassade. C'est répétitif, comme d'ailleurs le mot mouche. Et alors, mais c'est maintenant que je renonce à poser ma question, parce que je voulais poser la question, je dis mais pourquoi répéter mouche? Mais effectivement, j'ai ma réponse en pleine figure. C'est répétitif. Toujours les mêmes déventures qui cherchent à rivaliser par leur mauvais goût et leurs nombreuses fautes d'orthographe, et toujours ces mêmes voitures polluantes, encore ces klaxons bruyants et inutiles qui me font sursauter. Attention, écarte-toi, tu gênes, pose-toi, quitte ici. On me bouscule, je trébuche, presque et manque de tomber à la renverse dans le caniveau où ruissellement de l'eau douteuse, des déchets, des excréments. Fin de citation. Alors, c'est d'ailleurs, alors on trouve le caniveau, enfin, un bout de votre titre dans d'autres textes, je pense bien, mais c'est dans votre texte qu'on comprend, enfin, on comprend un tout petit peu pourquoi le titre c'est Des mangues dans le caniveau. Mesdames et messieurs, on avait eu Florent, avant de vous laisser partir, parce qu'effectivement on va recevoir tout à l'heure, juste après vous, on va recevoir Monsieur Kamara Habib aussi, qui a écrit dans cet ouvrage. Alors, qu'est-ce que, pour nos téléspectateurs, vous avez votre caméra, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs à propos déjà de votre texte? Alors, mon texte, comme je l'ai dit, c'est un texte qui mêle deux genres, enfin même plus, à savoir le conte, et si vous allez à la fin de mon texte, vous trouvez aussi un poème qui rassemble un peu ce que j'ai dit auparavant. L'objectif, c'était de partir de Kipé, centre émetteur plus précisément, et d'aller jusqu'au palais présidentiel Sékou Toureya en rencontrant beaucoup de personnes au fur et à mesure. Voilà. En rencontrant des personnes honnêtes, des personnes malhonnêtes, en rencontrant des situations difficiles, des situations moins difficile, et c'est pour la construction de mon personnage, et je ne vous dirai pas qui se cache évidemment derrière ce personnage. Mesdames et messieurs, Florian Lepetit, donc, qui nous parlait de son texte, mais aussi on a évoqué avec lui quelques textes dans l'ouvrage qui est collectif, parce que aussi c'est lui qui a réuni, et on a bien compris que le travail était fait en commun aussi. Il nous propose dans son texte une belle balade, donc moi je l'ai lu, une belle balade, une déambulation dans Conakry, hein, dans Conakry qu'on aime, et même si on l'aime, mais dans Conakry aussi où il y a des choses qui sont moins bonnes. Voilà, la littérature nous fait l'immense bonheur d'en parler, hein, avec notre cœur, notre plume et avec beaucoup de sensibilité. Un très beau texte justement à découvrir. Et bien, alors on passe à présent, mesdames et messieurs, au deuxième auteur que nous allons recevoir tout de suite. Des mangues dans le caniveau, le deuxième auteur que nous avons annoncé est déjà sur le plateau, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. L'émission Parenthèse aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est Des mangues dans le caniveau. C'est le titre de l'ouvrage collectif que nous avons le plaisir de vous faire découvrir à travers ces auteurs. C'est un ouvrage collectif. On a eu Florian Lepetit et maintenant c'est Habib Kamara. Bonjour. Oui, bonjour Monsieur Colin. Bienvenue sur le plateau de Parenthèse. Merci. Des mangues dans le caniveau. Vous avez participé vous avez collaboré à la rédaction de cet ouvrage, hein, oui, avec un texte qui est à la page 119.
Et là-dedans, on est Conakry. On est à Conakry et le 15 mars 2020. La lettre s'adresse à Fatou, cher Fatou. Alors déjà, vous avez commencé vous êtes rentré là-dedans par une lettre. Oui. Mais ça dépendait des choix des différents auteurs. Et puisqu'il fallait choisir plusieurs choses pour au moins permettre aux gens de lire, alors il y avait des contes, il n'y a pas eu assez de poésie, il n'y a même pas eu de poésie. Alors moi j'ai préféré rentrer par la lettre. Et là, c'était un peu compliqué parce qu'au départ, à vrai dire, c'était une narration que j'avais voulu faire. Oui. Mais je préfère la lettre parce que la personne qui va l'écrire sera tenue pour responsable de ce qui sera dit. Oui. Parce que quelque part, je ne voulais pas m'engager, d'autant plus que on avait plein de soucis. Quand on écrivait ces textes-là, il faut aussi dire la vérité. Donc on a pensé qu'à un moment donné, on pouvait avoir des problèmes concernant ce qu'on allait écrire. Donc c'est pourquoi j'avais juste pris le soin d'écrire la lettre pour me protéger et laisser le soin à celle qui allait écrire, donc de dire tout ce qu'elle voulait. Oui. Voilà, donc c'est pourquoi je passais par le Fatou. C'est Fatou, oui. C'est lui qui écrivait à Fatou. Alors, vous commencez comme ça, c'est une lettre, puisque vous l'avez fait publier la lettre dans un ouvrage. Oui. Bon, ce n'est plus de la lettre de la personne qui a écrit, mais vous qui avez fait écrire cette lettre. Effectivement, et on se l'approprie. Oui. Je t'écris cette lettre pour te donner de mes nouvelles. Depuis notre dernière rencontre au centre frigorifique de Kenya, je suis tombé malade. Je suis un peu bouleversé à cause de la situation de ma famille. Mes enfants et mon mari survivent grâce à mon commerce de poissons au marché de Kenya. Et maintenant, je sens que je suis un peu malade. Ça m'effraie. Je ne sais plus à quel sein me vouer quand je pense à ma condition de vie et à celle de ma famille. J'ai l'impression que le sort s'acharne contre moi. Je vis à Bonfim, dans un quartier populaire où votre naissance vous condamne déjà à la pauvreté. Alors, j'ai choisi de lire commencer par lire, parce qu'effectivement, il y a la pauvreté, et je parlais tout à l'heure, j'ai parlé de ça tout à l'heure avec Florian, c'est que il y a quelque chose que tous les textes-là ont en commun. Oui. C'est aussi la présence de la misère. Oui. C'est les mendiants, c'est dans les quartiers, etc. Et donc, voilà, je voulais relever ça. Oui, enfin... C'est quelque chose qui n'échappe pas du tout à Conakry. Oui. Quand on y est, on est pris. Oui, bon, à vrai dire, moi, ma situation est un peu particulière, d'autant plus que j'ai fait presque mon enfance en Côte d'Ivoire. Donc quand je suis rentré depuis l'aéroport déjà, oui, il y a eu ce déclic-là. J'ai dit, bon, je vais dans un pays où presque tout le monde est, je vais dire, entre griffes dans la pauvreté. Parce que c'est la vitrine d'un pays. Et chez nous, en Guinée, c'est autre chose. Bon, maintenant que je suis guinéen, je l'accepte. Je vais mener le combat. Et c'est pourquoi cette lettre que j'ai écrite, c'est vrai que ça nous parle de pauvreté parce que d'une manière ou d'une autre, dans ces quartiers populaires-là, quand tu y vas, et surtout le texte de Madame Francino m'a beaucoup touché. Et dans les conditions normales, s'il fallait faire le choix, j'allais préférer plutôt écrire ce texte sur l'éducation que sur ces femmes-là. Mais puisque je n'en avais plus, alors c'est pourquoi j'ai préféré parler des femmes et en même temps m'attaquer à tous ces problèmes-là. Oui. Parce que je sais aujourd'hui, quand on parle de cette jeunesse, la dame Mariam, Fatou, qui vivent dans ces quartiers, qui sont avec leurs enfants, leurs familles, on sait qu'a priori, ces quartiers, quand tu y es, mais tu n'as plus de chance. Donc, je crois, pour que le gouvernement, d'une manière ou d'une autre, parce que de toutes les façons, c'est que l'État fuit sa responsabilité. Donc il fallait inviter ces gens à voir un peu ces personnes-là. Bon, la santé, surtout quand j'ai parlé de la maladie de Fatou, c'était pour que les gens comprennent qu'en Guinée, il n'y a pas de sécurité sociale. Non, pas du tout. Donc, et surtout que ce commerce-là, il est informel. Donc l'État ne fait rien pour permettre à ces femmes aujourd'hui de trouver quelque chose d'extraordinaire quand elles sont malades. Même si ce sont des services où elles vont payer l'argent pour se faire soigner, c'est vraiment compliqué. Donc c'est pourquoi j'ai parlé de cette maladie. Et puis un peu plus loin,
On va parler aussi du fait de son transport de Koya à Sigiri. Bon, toute cette traversée-là, à l'époque, c'est la réalité. Parce que j'ai des amis qui m'envoyaient des vidéos quand ils sortaient de Conakry et je voyais que la route était dégradée. Oui. Donc j'ai profité de cette situation pour dire aux gens que c'est vrai, nous vivons, la communication, c'est la chose la plus extraordinaire, mais la communication la plus simple et la plus facile, c'est la route. C'est que si vous ne permettez pas au peuple de vivre par la route, alors je me demande comment ce peuple-là va vivre. Donc c'est pourquoi quand j'ai écrit, j'ai vraiment pris soin de faire voyager Fatou, alors qu'au fond, elle pouvait se soigner à Conakry, parce que sa maladie, à vrai dire, c'était une maladie qui pouvait se faire soigner à l'hôpital à Conakry, mais je l'ai fait voyager donc, dans l'intention d'attirer un peu l'attention des personnes sur la dégradation de nos routes, alors que je pense que c'est le premier élément qui pouvait permettre donc, à la population de pouvoir communiquer entre elles. Voilà, en gros, c'est cela. Des mangues dans le caniveau, ouvrage à découvrir, bien entendu, et publié chez l'Arbaton. Effectivement, nous, c'est un immense plaisir, en tout cas, de recevoir quelques auteurs, puisqu'il y en a plusieurs. C'est des textes qui sont magnifiques. Je le disais au début, c'est vraiment très attachant, ces textes-là, et des situations peut-être qu'on connaît. Qu'on vit qu'on voit tous les jours, mais ces situations sont saisies par vos différentes plumes. Et je vous trouve tous, en tout cas les deux qui sont déjà passés, tous généreux. L'un qui apprécie le texte de l'autre, Florian qui appréciait la nouvelle alors je ne retiens pas tous les noms, mais trouvait que c'était magnifique. Et vous trouvez que le texte sur l'éducation est magnifique. Alors moi qui ai plus le plaisir de tout savourer, je continue. Toujours page 119, quand je suis, dernier paragraphe si vous voulez me suivre, quand je suis allé à l'hôpital pour diagnostiquer le mal qui me rongeait, j'ai été confronté à la dure réalité des choses de notre pays. Le docteur m'a demandé de faire le scanner qui coûte 1 500 000 francs guinéens, soit 150 €. Sur place, j'ai pensé à la mort car moi, qui gagne difficilement ma vie, c'est à moi qu'on demanderait l'impossible. J'ai commencé à rêver et à me faire le film de mon quotidien. Moi, qui me lève très tôt le matin, tous les jours, à 4 heures pour me rendre au centre frigorifique, à Kenya. Je ne dors presque pas, car pour acheter du poisson que je vais revendre à 7 heures, il faut que je sois matinal. Ensuite, à 6 heures, je me rends soit au marché de Kenya ou soit à Bouville. Enfin, à 15 heures, après la vente de ces poissons, je fais les courses pour aller préparer à manger pour la famille. C'est vraiment une journée pleine et fatigante. Je suis reparti de l'hôpital, je n'avais pas assez d'argent. En fait, je ne sais pas comment les commenter. Pour moi, la meilleure façon de les commenter, c'est de les lire. C'est pour ça que je lis ça. Mais quand elle parle de cette journée, ces vendeuses de poissons, il nous est arrivé de faire des reportages, c'est incroyable. Elles ne dorment pas. 4h30, 5h du matin, elles sont là-bas. Personnellement, j'ai été plusieurs fois pour voir, c'est impressionnant. C'est pour ça que je dis que c'est des choses qu'on voit. Je pense peut-être même que à force de voir les choses comme on les voit tout le temps, c'est le cas de la corruption à l'école, là, tout à l'heure, dans le texte, dans le premier texte. C'est à force de les voir, ça rentre comme si ça rentrait dans la normalité. Ça ne nous dérange plus. Effectivement, et tout à coup, c'est pour ça que je dis, les textes viennent viennent donner vie à nouveau à ces situations pour nous interpeller là-dessus. Le soir, on va continuer avec la lettre. Je n'arrive pas à dormir à cause des soucis qui me traversent l'esprit. Je recherche des solutions à mon problème de santé qui me préoccupe énormément. En plus, je n'ai personne pour subvenir aux besoins de ma famille en mon absence. On va peut-être s'arrêter là parce que c'est vrai que choisir comme ça de raconter... alors, qu'est-ce qui vous poussait, enfin, qu'est-ce qui vous
a amené à choisir cette histoire-là, cette histoire de maladie. Oui. Quelqu'un qui est malade, qui a des problèmes d'abord pour se nourrir, et puis comment cette personne va faire face à un problème. 1,5 million francs, ouais. c'est le salaire déjà de certaines personnes. Pour une vendeuse de poissons, une journée, si elle a trop gagné en bénéfice, ça va être, on va dire, 50 000, Oui, 50 000, 30 000, et même encore. Oui, c'est vrai. Et c'est bon. Enfin, votre lecture m'a tellement donné des frissons. J'ai même l'envie de pleurer quand je suis face à cette situation. Enfin, je n'ai pas inventé cette situation. Moi, je loge à Afia. D'accord. Et tous les matins, je dois traverser Afia pour la belle vue, où généralement les femmes payent leurs poissons et souvent j'embarque avec elles. Donc c'est dans le taxi avec ces femmes que j'apprends cette histoire. Souvent assis, quand j'arrive en classe, je suis déprimé. Parce que je me dis, qu'est-ce que les gens font pour que... Cette situation change. Voilà. Ça me choque, quoi. Franchement, Oui. ça me choque. Des mangues dans le caniveau, beaucoup d'émotions sur le plateau et effectivement, je pense que l'écriture aussi, ça sert à ça. Habib Kamara, on a senti cette sincérité, on a senti cette préoccupation qui vous anime et même dans tous les autres textes, effectivement, c'est l'une des choses aussi que tous les textes ont en commun, donc de voir qu'il y a besoin, l'hôpital, donc à l'UCHU de Donka, l'état de nos hôpitaux, effectivement, et même quand souvent les gens, ils ont les moyens de se faire soigner, on sait combien de fois c'est compliqué. Alors, j'ai envie, je voudrais faire l'effort de parler moins, je n'ai aucun mérite sur ce plateau, hein. C'est vous qui avez fait l'effort intelligent tout le temps, malgré vos occupations, hein, justement, pour écrire qui écrit ces textes, pour évoquer ces situations, effectivement, qui nous concernent tous. Mesdames et messieurs, des mangues dans le caniveau, voilà, publié chez l'Harmattan dans la collection Écrire l'Afrique, hein, c'est au cœur de Conakry, dans les quartiers, et effectivement, une belle brochette donc de personnes, on va dire, éprises d'amour pour ce pays-là, qui ont pris le temps d'écrire sur Conakry, sur la vie à Conakry, pour parler de certaines situations, partager ces choses-là donc avec nous, lecteurs. Bien, alors, je vais peut-être vous poser une question quand même, hein, même si je comprends l'émotion, et je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire, hein, aux téléspectateurs maintenant qui nous suivent à propos de cet ouvrage? À propos de cet ouvrage, mais je demanderai aux gens de le lire. C'est une sorte de solution, je vais dire, aux différents problèmes que connaissent notre pays. C'est une façon pour nous de nous engager à aider ces personnes qui se trouvent dans ces situations. Parce que déjà parler des femmes qui se lèvent à 4 heures, que personne ne voit, on les voit le matin à 7 heures derrière leur étalage. Et on ne se dit pas comment elles font pour vivre. Et moi, c'est surtout ça, ce message-là. Que les gens comprennent qu'il y a des femmes extraordinaires qui existent dans ce pays, qui se battent comme elles peuvent pour que leurs familles puissent vivre. Mesdames et messieurs, Habib Kamara, donc co-auteur de cet ouvrage collectif, on va jamais cesser de répéter, des mangues dans le caniveau, publié chez l'Harmattan. Donc Habib Kamara, toujours qui a choisi pour sa contribution d'utiliser, de faire usage d'une lettre. Mais une lettre qui est directe, qui nous touche, hein. Là, on est sur la deuxième lettre, hein. Koya, le 20 mars 2020. Cher Fatou, hein, la lettre s'adresse toujours à Fatou, hein, à Fatou. Ta lettre m'a empli de réconfort et de courage. Je me tiens solidement à mon destin. Je suis très contente car elle m'a vraiment fait plaisir jusqu'à 50 km de toi. Je me morfondais dans mes pensées. Mes enfants m'ont également écrit pour me dire que leurs conditions de vie étaient de plus en plus difficiles à la maison parce qu'ils n'ont plus d'argent. À Koya, j'ai trouvé que la situation n'était pas la meilleure. Les gens vivent dans la précarité. Elle est là, toujours, cette précarité. Quand je vois comment vivent mes enfants, sachant que j'étais leur soutien, aussitôt, les larmes parcourent mes yeux qui rougissent.
En ce qui concerne ma maladie, je suis allé voir le guérisseur qui m'a fait faire des sacrifices. Et je dois me laver avec les décoctions qu'il m'a concoctées. Il voudrait que j'aille consulter un charlatan pour voir si les mauvais esprits ne sont pas responsables de ma maladie ou si certaines amies n'ont pas fait la sorcellerie pour me détruire, voire certains membres de ma famille. Je me suis un peu troublé. Les propos du guérisseur ne me rassurent pas. Il ne m'a pas précisé le mal dont je souffre. Comme il y a beaucoup de malades ici chez le guérisseur, je dors à même le sol. Alors, il y a une autre lettre qu'on a écrite le 25 mars 2020, page 125. Et là, ça s'adresse à Mariam, Oui. chère Mariam. Donc, vous nous parliez tout à l'heure de ces personnages, justement, qu'on découvre dans votre texte. Et alors, peut-être une dernière question, Monsieur Camara, avant qu'on le reçoive, parce qu'effectivement, comme on l'avait annoncé, nous avons reçu la personne qui a, on va dire un peu comme ça, qui a dirigé, qui a réuni les textes. Et puis, on a M. Habib Camara, on a aussi une troisième personne que nous allons recevoir. Mais avant, je voulais vous poser la question de savoir si il vous était demandé de résumer, c'est un ouvrage collectif, mais si il vous était demandé à vous, Habib, de résumer en 3 phrases cet ouvrage-là, Des mangues dans le caniveau, que diriez-vous? Tout simplement, je dirais que les mangues dans le caniveau, ce sont des problèmes, des solutions et l'espoir pour tous les Guinéens. Des mangues dans le caniveau, ce sont des problèmes, des solutions et de l'espoir pour tous les Guinéens. Voilà un message fort et c'est sur ce message donc encore que nous allons dire merci. Merci. Et au revoir à Habib. Oui. Et Habib, donc, que vous pouvez retrouver, mesdames et messieurs, dans cet ouvrage. Il suffit juste de vous le procurer. Et puis, Habib, Florian et tous les autres auteurs, vous les découvrirez à travers la plume. Et puis, des nouvelles qu'ils ont bien voulu nous faire part dans cet ouvrage. Des mangues dans le caniveau, mesdames et messieurs. À présent, nous recevons la troisième personne, donc auteur aussi, contributrice de cet ouvrage. Et avec le même bonheur, nous allons la recevoir sur ce plateau. Des mangues dans le caniveau, toujours l'ouvrage qui fait l'objet de notre émission, notre numéro d'aujourd'hui, donc un ouvrage collectif, on l'a déjà dit, c'est Monsieur Florian, donc le Petit, qui en collaboration bien entendu étroite avec les co-auteurs, a réuni les textes, des très beaux textes, on l'a déjà dit, on a eu l'occasion déjà de lire quelques extraits, ce qu'on va poursuivre maintenant. Nous avons donc le plaisir d'avoir Madame Fall. C'est vous qu'on a eu d'ailleurs pour la première fois à la rédaction pour parler de cette émission. Bienvenue sur le plateau de l'émission Parenthèse. Merci. Alors, on va vous poser une autre question. Dites-nous, des mangues dans le caniveau, comment vous êtes retrouvés dans le projet? En fait, nous sommes collègues de travail à la base. Et puis, petit à petit, ça fait bientôt 3 ans que nous sommes en contrat au lycée français. Et nous avons sympathisé, nous sommes devenus amis, nous avons commencé à nous voir en dehors. Et M. Florian Le Petit, qui a été l'instigateur du projet, nous a proposé à un moment, notamment lors du confinement, qu'est-ce que vous diriez de lancer quelques idées comme ça autour de la Guinée, d'évoquer la Guinée autour de nouvelles. Au début, on s'est dit pourquoi pas, et puis finalement, devant l'engouement général, on est parti sur cette idée, et puis c'est devenu le livre que vous avez entre les mains. Mais c'était vraiment parti au début d'un échange entre collègues de français, nous sommes collègues de français ou de lettres, ou de philo également. Et l'idée, voilà, c'était ça, c'est parti d'une petite idée, et c'est devenu ce livre. Des mangues dans le caniveau. Alors, je veux dire, avant de parler de votre texte, j'ai hâte, comme pour tous les textes d'ailleurs. Mais j'ai envie de dire,
comment ça fonctionnerait, comment ça se passe quand on se met d'accord, là l'idée on l'a compris, et puis que vous preniez votre stylo, l'ordinateur, vous commencez à écrire. Alors, je vous avoue, je vais être honnête avec vous, ça ne s'est pas fait naturellement en fait. L'idée était très bien, on a réfléchi sur différents thèmes et on a eu le choix de choisir le thème que l'on souhaite. Et là, on se retrouve devant sa feuille blanche avec son stylo, on se dit bon, je vais quand même parler d'un pays qui n'est pas le mien, que je ne connais finalement pas assez. On n'est là que depuis 3 ans pour la majorité d'entre nous, mais un pays dans lequel nous vivons 24 heures sur 24, que nous côtoyons à travers nos élèves, leurs familles, nos sorties, à travers les voyages qu'on peut faire à l'intérieur du pays. J'ai été à Dalaba, à Mamou par exemple, et je vois au quotidien ce qui se passe dans ce pays. Et j'ai voulu faire, étant d'origine sénégalaise, ce parallèle avec notamment d'autres pays d'Afrique sur une situation qui finalement, on pourrait la transposer dans d'autres pays d'Afrique. C'est-à-dire, ce n'est pas une situation propre à la Guinée. Ma nouvelle n'est pas propre à une femme guinéenne, il est propre à beaucoup, malheureusement, de femmes d'Afrique de l'Ouest. Demong dans le caniveau, Kadifal, vous avez donc écrit le beau texte, un héritage guinéen qu'on a lu. C'est une histoire qui se distingue un tout petit peu des autres histoires. Votre nouvelle, elle a la particularité d'être une histoire un peu intimiste. Très, très. J'ai voulu vraiment faire un dialogue entre deux personnes qui sont censées se connaître le mieux au monde, une maman et sa fille, mais qui finalement se découvrent le jour où cette fille est confrontée à un drame qu'a vécu sa mère 30 ans auparavant. Et étant mère moi-même, étant femme, ayant ma mère également, il me paraissait intéressant d'avoir cette approche. Voilà, c'est une nouvelle que j'aimerais que ma fille lise plus tard, qu'elle n'aime ou qu'elle n'aime pas, mais c'est une nouvelle à travers laquelle j'ai voulu faire passer j'ai voulu dénoncer beaucoup de choses qui polluent en fait la vie de beaucoup de femmes d'Afrique de l'Ouest et particulièrement de femmes guinéennes pour le coup. Oui, particulièrement de femmes guinéennes pour le coup. Je vais peut-être m'agripper là-dessus parce qu'effectivement, ce problème, un des problèmes, c'est cette question épineuse quand même de l'excision, parce qu'effectivement, ce texte a fait écho, on va dire, a retenu l'attention du lecteur que je suis, parce qu'effectivement, cette question de l'excision pour ce qui concerne notre pays, la Guinée, et c'est quand même, sérieux dans la mesure où, j'ai pas de chiffres là en tête, mais la Guinée, depuis quelques années, est à la tête de peloton en termes de taux, le nombre d'excisions. Donc cette pratique perdure en Guinée et le taux reste toujours aussi élevé malgré les interventions, les projets, les sensibilisations, beaucoup. Je crois que c'est l'un des pays dans l'Afrique de l'Ouest où on a investi beaucoup trop d'argent pour sensibiliser, pour aider les populations à comprendre, mais ça perdure. Votre texte en parle, et c'est vrai que au regard de cette conversation qui entre la maman et sa fille, conversation déclenchée justement par le fait que la fille avait rencontré des difficultés, s'est vue trahie, abandonnée par l'homme qu'elle aimait le plus, et puis ce chagrin que la maman aussi partageait, elle qui était censée aider sa fille donc à remonter cette pente, c'est le mal que sa fille avait rencontré a réveillé un autre mal chez elle, la maman, qui elle aussi va se mettre à pleurer, si bien, comme c'est dit dans le texte d'ailleurs, que celle qui était la pauvre qui était trahie se trouve finalement apporter, soutenir sa mère. Complètement. C'est ça. Il y a une inversion des rôles. Complètement. Et en fait, l'idée de dénoncer l'excision et d'autres choses comme la dépigmentation, comme la place de la femme, dans une société traditionnelle et une ethnie très traditionnelle comme par exemple l'ethnie Peul, c'était important pour moi parce que ça montre que des choses sont là, des fléaux sont présents, mais la note positive, c'est que sa fille
à réchapper à tout ça. Oui. Et on est finalement dans cette inversion du pouvoir, j'ai envie de dire, où la maman se confie à sa fille Oui. pour partager ses choix de vie, pour lui dire que, voilà, ok, elle a vécu ce drame dans sa vie, cette déception dans sa vie, mais que elle-même l'ayant vécu 30 ans avant, elle a réussi à en sortir. Oui. Et cette fille qui a toujours vu sa mère comme une femme plutôt froide et hautaine, comme malheureusement nos mères ayant souffert le sont, elle découvre que finalement, voilà, elle craque là, sous la carapace. Oui. Il y avait une jeune fille qui, il y a 30 ans, a connu la même chose. Il y a une petite fille qui, il y a 40, 50 ans, a été mutilée, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est que même si je dénonce ces points, je finis par une note positive. Oui. C'est-à-dire, voilà, je garde espoir. Même si la difficulté est là, les femmes souffrent, elles sont en souffrance, elles se doivent, en tant que mères, de transmettre à leurs filles, pas cette souffrance, mais plutôt cet espoir. J'ai souffert, mes parents m'ont fait subir ça, parce qu'eux-mêmes ne savaient pas. Oui. Enfin, aucune maman ne Vous le dites, torture enfin, le gratuitement texte, son enfant. Oui. C'est-à-dire qu'elles ont été élevées dans ce schéma-là. Pour elles, c'est une C'est évidence. c'est normal. Et limite, elles ne le feraient pas, ce serait condamner leur fille. Oui. Donc, la vision qu'on peut avoir extérieure d'Européens, c'est « oh là là, c'est terrible, c'est une mutilation ». Mais il faut se mettre dans ce schéma il y a 40 ans, voilà. On avait subi ça, on faisait subir la même chose à sa fille pour qu'elle soit acceptée par la société. Oui. Mais cette femme dont je parle dans ma nouvelle a refusé Oui. Que sa que fille, sa fille subisse ce ce qu'elle a subi. qu'elle a subi. Parce qu'elle a eu le recul nécessaire, elle a eu Oui. l'éducation, et on en revient à ce point. Oui. Où Mais c'est l'éducation- aussi son histoire qui est très intéressante par rapport à ça. Parce qu'elle a dû, pour avoir cette liberté, cette autonomie, parce que bon, malgré tout aussi, elle a dû faire face Bien sûr. à sa famille. Bien sûr. Qui le plus souvent, ce qu'on comprend dans le texte aussi... C'est compliqué, le poids des familles voilà, africaines le poids en des Afrique de refusés. l'Ouest. Et elle, le fait qu'elle soit partie donc, Exactement. de village pour venir à Conakry. Et bon, et puis il y a un autre personnage qui rentre en jeu, Sa meilleure amie, sa la meilleure sénégalaise, amie la et tout. fameuse, Voilà. l'image d'une femme émancipée. Et ça, c'est extraordinaire oui, parce oui. qu'effectivement, tout ça se passe bien parce que cette même Tanti-là aussi est partie de son Sénégal pour avoir cette liberté. C'est ça. Est-ce que vous pensez que finalement, pour avoir la liberté, il faut partir? J'en suis persuadée. Je pense qu'à un moment, il faut le cordon ombilical, il faut le couper. C'est-à-dire qu'on soit homme ou femme, hein, et là je m'adresse vraiment autant aux femmes qu'aux hommes, il y a un moment pour avancer dans la vie, pour évoluer, rester dans le giron familial, rester dans le village où nous sommes nés, rester dans la maison où on a toujours vécu. Je ne pense pas que ça nous ouvre des horizons, que ça nous porte à une ouverture d'esprit, à la découverte, à l'envie de découvrir. Et je pense que c'est nécessaire. Laissons nos enfants découvrir la vie. Laissons nos enfants découvrir la vie. Madame Fall, donc auteure d'une nouvelle, dont l'ouvrage collectif des mangues dans le caniveau. Je pense bien que je suis sur votre texte. Alors, j'ai hâte de faire ce que j'aime le plus. Page 27. Alors, nous sommes page 27, je vais tourner au hasard, je me mets sur la page 29, 29, dernier paragraphe. Nous autres gamins, nous pouvions, comme des herbes folles, livrer à nous-mêmes toute la journée, traînant dans la rue et allant à droite et à gauche dans le quartier, une fois nos tâches ménagères exécutées. J'étais déjà la moins obéissante. Je mangeais un jour chez une voisine que je connaissais car son fonio me semblait meilleur. Je dormais un autre jour chez une autre voisine car sa servante racontait des histoires plus palpitantes le soir. J'étais têtu et d'un tempérament déjà rebelle. Mais ma réputation de fillette d'une grande beauté faisait que mon père me passait tout avec une indulgence rare. Ma mère, quant à elle, restait stricte, sans compromis, élevée par une tante stérile à qui elle avait été donnée petite, traitée durement et même maltraitée, dirait-on aujourd'hui. Elle avait gardé de cet état de quasi-servitude un caractère soumis et docile face
aux anciens. Nous nous opposions constamment et je me souviens de raclées mémorables, même si, dans le fond, elle m'a toujours aimé. Je le sais maintenant, mais elle n'eut pas la force de se rebeller contre les choix de ses parents, puis de son mari, ou encore de sa belle-mère, comme sa mère et sa grand-mère avaient avant elle. Je pense dans le fond que toute sa vie, elle a été malheureuse et dépressive, mais cette maladie n'existe pas chez nous, soi-disant. Elle a dû partager son mari avec ses co-épouses, accepter de céder un de ses enfants à une cousine lointaine. C'est toujours ainsi. On obéit à ses parents, puis à son mari et à la vie qu'il nous imposera. Et vous avez dit, il faut couper le cordon ombilical pour sortir de tout ça. Mais peut-être que ça peut se faire, et ce cordon, entre guillemets, peut être coupé sans qu'on ne parte. Oui, il peut l'être, mais il faut une force, je pense, difficile de vivre toujours dans le giron et de se rebeller. Vous voyez, même elle subit ça. En essayant de se rebeller à son petit niveau de petite fille, on ne lui laisse pas ce choix. Donc elle se prend des raclées, elle est en souffrance, cette petite. Mais elle a un caractère tellement fort. Et j'ai envie de dire, mon héroïne devait avoir un caractère fort pour après oser affronter, oser couper ce cordon. Parce qu'il faut aussi avoir la force de faire ça. Tout le monde ne l'a pas. Mesdames et messieurs, Kadi Fall, donc vous l'aurez compris, on a reçu 3 auteurs sur ce plateau et à chaque fois, on est attaché à leur texte. En tout cas, aussi passionnants les uns que les uns que les autres, ces textes-là, mais attachants aussi. J'ai parlé de finesse au début, parlant de ce livre d'une manière générale. Je vais faire la même chose peut-être avec vous. J'ai essayé d'entendre des auteurs que j'ai reçus sur votre ouvrage, à vous tous. Dites-nous, des mangues dans le caniveau. S'il vous était demandé de résumer cet ouvrage à vous tous en 3 phrases, que diriez-vous, Madame Fall? Alors, c'est difficile parce que les textes sont tellement différents et abordent tellement de thèmes, mais j'aurais envie de dire... même ne connaissant pas la Guinée, lisez cet ouvrage, découvrez. C'est un pays difficile, mais attachant. Et à travers ces récits, je sens à chaque fois pointer un optimisme. On y croit. Un optimisme, on y croit. Même si on ne connaît pas ce pays, c'est la Guinée, c'est de la Guinée qu'il s'agit. Lisez cet ouvrage donc et vous allez sentir la Guinée. C'est un pays difficile, a rajouté Madame Fall, mais c'est un pays attachant. Mesdames et messieurs, ça a été un immense plaisir pour nous de vous partager ces moments avec vous autour de cet ouvrage, des mangues dans le caniveau que nous, on a lu avec beaucoup de bonheur. Et puis, évidemment, on vous promet on va le relire pour pouvoir faire une fiche de lecture. On l'a promis aux auteurs, c'est la rédaction de parenthèse qui va s'en occuper. Alors, il ne nous reste plus, on me l'a signalé déjà, que 30 secondes. Je vais peut-être vous donner la parole, Madame Fall, pour nos téléspectateurs. Vous avez la caméra et dites à nos téléspectateurs ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez à leur dire en 2 minutes, autour de votre ouvrage collectif, des mangues dans le caniveau. Alors, pour résumer, je pense que c'est un livre, et ce n'est pas parce que nous l'avons écrit, mais qui mérite d'être lu. C'est-à-dire, c'est un livre qui mérite d'être lu, d'être découvert. Et nous vous donnons l'occasion de partager avec nous vos sentiments lorsque nous ferons une rencontre dédicace, notamment le 4 décembre prochain, à 11h, à la Maison du Livre. Nous aurons l'occasion de discuter donc autour de ce livre. Il sera présent. Vous pourrez nous dire ce que vous en pensez et surtout nous poser encore d'autres questions. Le 4 décembre, donc, mesdames et messieurs, à la Maison du Livre, c'est à Camaïenne. C'est ça. Et donc, c'est à partir de quelle heure? À partir de 11h. À partir de 11h, 4 décembre, à la Maison du Livre, séance de dédicace où vous pouvez discuter avec les auteurs, poser des questions, vous procurer de l'ouvrage et même, je peux me permettre de le dire, avec des dédicaces à la clé. Tout à fait. Mesdames et messieurs, ça a été un immense plaisir pour nous donc, de partager ce moment avec vous. Madame Kadi Fall, merci beaucoup. Merci à vous, merci de votre accueil. Merci.
On se dit la semaine prochaine avec évidemment un autre auteur, des mangues dans le caniveau. Voilà, lisez-le et puis bon, vous nous direz ce que vous en pensez.